maire a relevé 78 cas de cancer il y a 1 an et demi sur un village de 700 habitants. Ça fait quand même beaucoup. Il a fallu une réunion publique avec la présence des médias pour que l'administration se bouge enfin. Pour Santé publique France, il n'y a pas de surincidence significative des cas de cancer, mais l'étude démontre que les cas de cancer dans le village ont doublé dans les 10 dernières années, alors qu'ils sont restés stables dans les communes environnantes. Le ratio d'incidence, il y a 30 ans, était de 0,6 à l'Escoute. Il est maintenant de 1,3, ou plutôt, il était de 1,3 en 2017, alors que dans toutes les communes environnantes, ce ratio est resté stable autour de 0,8. Donc, Santé publique France recommande de poursuivre l'étude pour avoir plus de précision sur les émissions de la ferme-usine, de manière à savoir ce que respirent les gens du village. Merci. Mon état d'esprit, c'est de ne pas dénoncer, mais c'est dénoncer les problèmes et bien sûr de ne jamais renoncer. Je vois votre problème, qui est en fait le problème de pratiquement toutes les communes qui ont un problème d'environnement. Si bien qu'en 2000, on a décrit le lymphome du maraîcher, qui est une maladie du sang, que l'on voit chez les maraîchers parce qu'ils utilisaient des produits, bien sûr, au contact même de l'inhalation de l'air. Ensuite, je me suis beaucoup intéressé à un autre produit qui s'appelle le lindane, vous avez peut-être connu, vous, ici, qui est un puissant insecticide, que c'est simple à dire, le glyphosate à côté, c'est rien du tout. Et puis, chemin faisant, je me suis intéressé, bien sûr, aux populations. Vous savez que peste, ça vient du mot anglais qui veut dire nuisible, et cide qui veut dire qui tue. Voilà, pesticide, c'est pas compliqué. Donc, surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a donc 3 classes, 3 catégories. Les herbicides, dont fait partie le glyphosate, et je vous dirai un mot de l'avenir qu'on nous réserve, portez des documents là. Deuxièmement, il y a les insecticides, dont vous les connaissez, le DDT en particulier, on en parlera du DDT. Et ensuite, vous avez les fongicides, qui sont bien sûr les produits de demain. Et on verra qu'il y a un très grand parallèle avec la médecine. Nous, les antibiotiques, qui étaient une mauvaise pratique, les antibiotiques ne sont pas automatiques. Et bien pour les pesticides, c'est exactement pareil. Les pesticides ne sont pas automatiques. 2 molécules emblématiques, le DDT. Donc à un moment donné, le DDT, c'était bien parce qu'il a sauvé des gens. Mais malheureusement, ensuite, il n'a pas sauvé des gens. Et vous le savez qu'il a été interdit. Et actuellement, le DDT, ce n'est pas tant que ça le produit initial, mais c'est ces dérivés qui ont une durée de vie de plus de 2000 ans. Le glyphosate, ce n'est pas tant que ça en lui qu'il est dangereux, parce que sa demi-vie est de 8 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 8 heures, 50% du glyphosate disparaît. Mais ce sont surtout ces résidus, 3%, et c'est surtout les excipients. Parce que le glyphosate, il est pulvérisé, il descend dans le sol, et ensuite il remonte par la sève. Donc ce phénomène, ce n'est pas un phénomène direct et indirect. Et il servait, vous savez à quoi au départ le glyphosate? C'est pour ça qu'on fait de l'information. Voilà, un détartrant des chaudières et des tuyauteries. Puis ensuite on l'a un peu oublié, et puis brutalement Monsanto, dans les 75 découvre que c'est un puissant herbicide, et à ce moment-là, bien sûr, il est répandu dans le monde entier sur 1 gramme d'antibiotiques qui sont utilisés tous les jours. Eh bien, il y a 20 mg pour les hommes et 80 mg. C'est-à-dire, en gros, 100 kg, 200 kg pour les hommes et 800 kg pour les animaux, dont, bien sûr, les porcs, les bovins et les poules. Et là, derrière, vous comprenez qu'ensuite, ça revient à la médecine, parce que les antibiotiques, ça crée une résistance, et donc on en revient à ce que après, les mauvaises pratiques, c'est le fil conducteur qui me semble important. Voilà. 2 études
Parce que vous, ce que vous représentez au niveau d'un poulailler, c'est un site, on pourrait dire presque c'est un incinérateur. Voilà. Parce que l'étude qui a été faite du point de vue épidémiologique et du point de vue de l'étude précise, elle a été faite à partir des incinérateurs. Alors, dans les années 60-90, il y avait 4 incinérateurs qui ont été explorés. Les résultats sont très simples. Autour des incinérateurs, comme ça. Il y avait plus de cancer du sein, plus de cancer du foie, plus de lymphome et plus de cancer du pancréas. Bon, voilà. Les gens de Besançon ont mis en place un processus d'exploration. Eh bien, on va utiliser la population à 1 km, à 2 km, à 5 km et à 10 km. Et cette population, on va prendre 10 ans avant et on va la suivre pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'au temps T0 aujourd'hui, on va aller voir les gens, et on va dire, eh bien, sur les 10 ans qu'il y a eu, comment cela s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille, etc. C'est ça, parce que ce qui est important, c'est d'avoir toujours une référence de population. Parce qu'il y a de nouveaux produits qui ne sont pas trop compliqués, peut-être vous en avez entendu parler, mais qui sont très dangereux, c'est la dérive. Et cette dérive, vous la sentez par les odeurs. Et cette dérive, maintenant, on la connaît. On me disait, c'est 20 mètres, 50 mètres. C'est pour ça que la mesurette qui est proposée de 5 ou 10 mètres, c'est de la demi-mesurette, de la demi. Et donc, nous, notre étude, on a démontré qu'elle était, en gros, je vous le dirai après, elle était de 200 mètres. C'est-à-dire que dans les 200 mètres autour d'un verger, eh bien, il y avait 80% des gens malades et 60% des gens qui mouraient en 10 ans. Des gens atteints de maladies. Donc ça, c'est très important. Et deuxième élément, c'était d'aller au contact des gens. Parce que l'étude qu'on a faite, c'est d'abord une étude qui est indépendante. La MSA, tout ça, n'ont pas voulu. Deuxièmement, c'est une étude qui était au contact des gens. On allait voir les gens avec une étude, avec des papiers. On faisait signer les papiers parce que la CLIM a été informée. Et troisième élément, c'était une étude globale. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quels sont les éléments? Et ça, on a complètement oublié parce que nos modes de consommation, on a besoin de se nourrir, on va acheter de quoi manger et on rentre à la maison. Donc c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse et c'est une réflexion collective qu'on doit tous porter. Un certain nombre de commandes, comme on l'a fait à Montpellier, en créant et qu'on est en train de continuer, on est en train de créer un nouveau groupement d'achat. On va voir les producteurs sont intéressés à rentrer dans la démarche et on fait des commandes collectives. Ça, c'est bien plus vertueux. Et après, sur le marché, il faut aller voir qui vous vend la marchandise. Évidemment, les vents dominants allant dans le sens du sort, ça fait toute la zone basse du village. Et c'est à peu près 300 habitants. Ça veut dire 78 cancers sur 300 habitants. Si on extrapole, alors là je vais faire un peu l'app du coup de la science-fiction, et que j'imagine que ces 78 cas sont sur le bas du village, et on a nous 65 à 66 cas dans le recensement réel. Donc on n'est pas loin de ça. Au lieu d'être à 30% au-dessus de la moyenne départementale, on serait à 190%. Donc 3 fois plus de risque de cancer dans le bas de l'escoute que sur le département. Alors cérébral, on en avait 3, on en a maintenant 7, même une 8e maintenant. Pour ce qui est des problèmes de tumeurs cutanées, on n'en avait pas, et maintenant on en a 5, et en fait maintenant on en a 10, puisqu'il y a 2 nouveaux. Et pendant les Alzheimer, on n'en avait pas, il y a 25 ans enfin, on n'avait pas d'Alzheimer. Et maintenant, on a des Alzheimer. Alors bien sûr, je vous ai défini la tranche d'âge, mais on a tous Alzheimer du sujet âgé, donc nous on a encore le temps. Voilà, donc ça confirme tout à fait votre étude là. On a eu pendant des années des rapports de la DDCSPP, donc le service de la préfecture, qui mesure les taux de produits toxiques qui sortent des fermes-usines, en particulier, mais de toute l'exploitation, qui nous disent depuis X années qu'on a 0 ammoniac qui sort de cette usine, pour parler de celle-là. C'est impossible, puisque dans les fientes de poule, vous avez de l'ammoniac. Et c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille, donc ils auraient dû, quitte à mentir, à en mettre un peu. Bon, ils en ont mis 0. On s'est renseigné, ils n'avaient pas l'appareil qui était spécifié. Donc l'industriel a envoyé à tous les habitants de l'Escoute le dernier rapport qui est sorti de la DCSPP, donc avec son numéro de téléphone, ce qui était un peu bon. Et du coup, avec le 0 ammoniac.
On a regardé l'appareil, on a posé la question en réunion publique, ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas l'appareil. En fin de réunion, le directeur départemental a dit « Nous reconnaissons que toutes les analyses faites jusque-là sont, je cite, sans aucune valeur. Et toutes les décisions d'urbanisme qui sont prises à partir de ces données de nocivité. » Donc, avant de dire que l'État ou les pouvoirs publics prennent en compte tout ça, il va peut-être falloir se remettre à niveau et déjà être neutre. Le budget de la sécurité sociale de 2020, vous allez tomber assise et assis. Et chez les agriculteurs, où on dit qu'il n'y a rien. Création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des maladies professionnelles liées aux pesticides, pour mieux dédommager les exploitants agricoles, mais aussi les enfants nés malades en raison d'une exploitation de leurs parents à ces produits. Ces dépenses, 53 millions, en 2002, ça va débuter, seront financées en partie par un relèvement progressif de la taxe sur les ventes de pesticides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, vous avez un préfet qui minimise le problème, et de l'autre côté, vous avez la sécurité sociale qui prévoit un budget d'indemnisation. Donc manifestement, on a tous le droit, les riverains et les patients, même malades, on a tous le droit de s'interroger sur la validité des chiffres qu'ils nous donnent et quand on voit ça. Mais voilà, donc aujourd'hui, on ne peut pas demander à l'État de faire plus quand déjà ils ne reconnaissent pas que les problèmes qui sont en place existent. La ferme-usine de l'Escou, c'est un des symboles quelque part de l'agriculture industrielle que l'on combat. Et cette agriculture industrielle, elle s'appuie entre autres sur des traités de libre-échange. Alors les traités de libre-échange, c'est vraiment d'actualité, on en entend beaucoup plus parler maintenant, parce que les citoyens commencent aussi à mettre leur nez là-dedans. Donc on connaît le TAFTA, on connaît alors le TAFTA qui est encore dans les tiroirs pour le moment, le JEFTA qui a été signé avec le Japon, le CETA donc, qui a été signé récemment avec le Canada, le Mercosur, un accord de principe a été signé, mais a priori Emmanuel Macron a dit que la France ne signerait pas en l'état. À suivre. Et qu'est-ce que c'est ces traités de libre-échange? Ce sont des accords commerciaux qui ont pour objectif de lever toutes les barrières, toutes les contraintes qu'il pourrait y avoir dans le commerce entre des entreprises de différents pays. Donc des accords commerciaux sont signés entre des blocs pour dire on va faire le moins de contraintes possible et pouvoir échanger. Et évidemment, ça s'accompagne quasiment systématiquement d'un nivellement par le bas de tout ce qui est normes sociales, normes environnementales, normes sanitaires. Et puis, ça introduit aussi quelque chose de nouveau, c'est ces tribunaux d'arbitrage privé qui vont finalement faire discuter des États et des entreprises quand les entreprises ne seront pas d'accord par rapport aux politiques appliquées dans les États, en tout cas parce que ça gênera leur commerce, si les accords sont signés entre les pays. Donc en fait, ces traités de libre-échange, ça nous concerne tous et ça concerne notre quotidien. Alors ça concerne déjà en premier lieu le métier d'agriculteur, on va en parler. Ça concerne les citoyens parce que qu'est-ce qu'ils vont mettre demain dans leur assiette? Et évidemment, on sait que ce type d'échanges commerciaux entre pays qui sont très éloignés les uns des autres géographiquement, ça participe directement au dérèglement climatique. Cette mobilisation montre qu'il y a plein de citoyens qui s'y intéressent. Et évidemment, quelles sont nos alternatives? On va en parler avec, donc on accueille Nicolas Giraud qui est porte-parole national de la Confédération paysanne. Avant d'être porte-parole de la Conf, je suis quand même paysan, je suis paysan dans le Jura. Donc nous on est opposés aux accords de libre-échange parce qu'on a un projet pour les paysannes, pour les paysans d'ici puis du monde entier. C'est un projet basé sur des paysans nombreux et puis basé sur des enjeux de souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que la souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à choisir leur alimentation, c'est le droit des paysans à produire une agriculture relocalisée, et c'est le droit des États à se protéger. C'est bien un enjeu pour la finance de libéraliser le commerce. C'est-à-dire qu'on met en concurrence tous les paysans du monde, et l'objectif est de produire le moins cher possible, d'être le plus compétitif possible, comme on nous explique. Sauf que c'est une compétitivité coût uniquement, et on ne regarde pas la compétitivité globale avec les aspects sur les enjeux environnementaux, les enjeux alimentaires, les enjeux climatiques et également les enjeux sociaux.
Parce que quand on fait disparaître des paysans ici et ailleurs sur la planète, c'est des enjeux sociaux qui sont absolument catastrophiques. Et on le voit bien en Europe et en France. C'est un vaste plan de licenciement de l'agriculture, pas au bénéfice des paysans, pas votre bénéfice à vous non plus au niveau alimentaire, mais bien au bénéfice du commerce, de l'agrobusiness et de l'agro-industrie. Si on va exporter massivement notre lait au Canada, eh ben on va complètement démanteler cette gestion des volumes canadiennes et on va complètement mettre à mal ces mécanismes qui permettent aux paysans d'être rémunérés. On va en parler avec Sandra Rigold, qui est porte-parole nationale d'Europe Écologie Les Verts. Et on va en parler avec Manuel Bompard, donc, qui est député européen de la France Insoumise. Tout le système qu'il y a derrière les traités de libre-échange, ce sont des subventions déguisées. C'est-à-dire que le système économique est organisé pour financer une alimentation qui rapporte à un petit nombre de personnes au détriment des paysans qui, eux, produisent une alimentation bien meilleure, qui fait plus d'emplois, qui est plus locale, mais qui, elle, n'a pas ces défiscalisations. Autrement dit, ce système fait en sorte que les œufs de l'usine juste à côté sont beaucoup moins chers que les œufs du producteur qui est juste là et qui produit en bio. Et c'est pas le produit lui-même qui est moins cher, c'est le fait que les transports ne soient pas impactés pareil, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas taxés de la même façon. C'est le fait que l'alimentation qui nourrit ces poules, il y a 7200 tonnes par an qui nourrissent ces poules, ce qui fait 24 tonnes par jour, soit un semi-remorque par jour, et que dans cette alimentation-là, toute la partie protéinée est directement importée d'extérieur de l'Europe. Ce sont des sojas OGM et ce sont directement les substances qui sont concernées par ces traités de libre-échange, mais qui déjà aujourd'hui bénéficient justement d'une défiscalisation. Tout ça pour faire le lien entre ces traités de libre-échange et ce qui nous anime aujourd'hui, c'est que c'est la même chose. C'est quand on déroule le fil économique qu'on arrive à comprendre comment est-ce que l'environnement est déterritorialisé, détruit, et que ce combat est fait. Et l'OFCE, c'est un organisme économique, et lui, il a chiffré la dette climatique, c'est-à-dire ce qu'on va devoir payer en monnaie sonnante et trébuchante si on n'agit pas dès aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique. Et là, tenez-vous bien, si les températures augmentent juste de 2 degrés, ce qui n'est pas l'un des pires scénarios, l'OFCE a projeté que le coût des politiques de protection, c'est-à-dire des politiques qu'il faudrait mettre en place parce que plus de température, c'est plus de sécheresse, moins d'emplois, etc., eh bien ça représentait à l'échelle de l'Europe 50% du PIB européen. Si on n'agit pas aujourd'hui, la somme que l'on va devoir investir pour se protéger, pour lutter, juste lutter pour survivre au réchauffement climatique, elle est égale à 50% du PIB. Et ça, ce ne sont pas les pires scénarios de l'OFCE. Les pires scénarios montent à 200% du PIB si on est sur une augmentation des températures à 5 degrés. Tout ça pour dire que cet argument de la dissociation entre un système économique et son impact sur le climat, il n'existe que pour des gens qui veulent vous faire croire que eux peuvent continuer à produire dans des usines comme à côté en détruisant tout ce qu'il y a autour et que vous pouvez continuer à juste défendre les oiseaux à l'extérieur ou les fleurs à l'extérieur. Tout ça est un grand mensonge qui, depuis les décisions au niveau européen, aux décisions qui sont prises ici, sont très liées. Quel est le processus en fait législatif qui conduit à ce que des accords de libre-échange soient effectivement ratifiés? Quand on est contre des accords de libre-échange, on est contre une organisation de l'économie au niveau mondial, et il ne s'agit pas de commencer à sélectionner les bons accords de libre-échange au détriment des mauvais. Parce qu'il y en a effectivement qui peuvent être considérés comme bons pour un pays et mauvais pour un autre. Mais si on poursuit cette logique, ça va y compris aller en termes de secteur économique, où vous allez avoir, par exemple, si on prend l'accord Mercosur qui vient, d'un côté des agriculteurs qui vont vous dire bah non, cet accord il n'est pas intéressant pour nous parce qu'on va faire venir du bétail d'Amérique du Sud qui va venir concurrencer le bétail élevé ici en France, mais de l'autre côté, par exemple, l'industrie automobile qui va vous dire ah, cet accord de libre-échange il nous intéresse parce que ça va permettre d'exporter nos voitures en Amérique du Sud, qui est un grand marché sur lequel aujourd'hui on ne peut pas suffisamment investir de produits. Et je pense que c'est très important d'avoir une cohérence sur ce sujet. Et la cohérence sur ce sujet, c'est pas seulement d'aller voir
chaque secteur de l'économie, ce que font en réalité les politiques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont voir les agriculteurs et ils leur disent sur le Mercosur on est avec vous, on ne se laissera pas faire, et puis après ils vont voir les automobilistes et ils disent les entreprises du secteur automobile leur disent sur l'automobile on va défendre votre intérêt dans le Mercosur pour qu'on aille vendre nos voitures là-bas, etc. Et vous allez avoir un discours qui est un discours différent en fonction de la partie de la population à laquelle vous allez vous adresser. Et ça, c'est pas possible. Le problème qui est posé par ces accords de libre-échange, c'est le modèle économique qui est sous-jacent, qui est un modèle économique qui consiste à dire qu'il n'y a plus aucune barrière douanière entre les pays ou entre les continents, et que ce qui est produit de l'autre côté, de l'autre bout de la planète, se retrouve dans votre magasin ici, et c'est vrai sur les questions agricoles, comme c'est vrai de manière plus générale sur les questions industrielles. Et on dit, bah oui, mais c'est le système et la loi de l'offre et de la demande qui fait que finalement, comme les transports coûtent pas très cher, bah, ça vaut plus le coût économiquement parce qu'on exploite les salariés chinois. Mais on ne tient pas compte de ce que les économistes appellent les externalités. On ne tient pas compte du coût induit sur l'environnement et la planète, on ne tient pas compte des nuisances, on ne tient pas compte de faire travailler des salariés en Chine à un prix et à des conditions sociales qui sont désastreuses. Et donc bien sûr c'est le modèle du libre-échange lui-même qu'il faut remettre en cause. Alors quand on dit ça, souvent on est caricaturé, on nous dit « Ah oui mais en fait vous êtes pour vous refermer sur vous-même ». Je sais pas, il y a peut-être un juste milieu entre dire qu'il n'y a plus aucune barrière douanière nulle part et que tous les produits peuvent faire 10 fois le tour de la planète, et en même temps dire qu'on n'échange plus rien avec les autres continents. On peut avoir un modèle d'échange qui est un modèle d'échange un peu intelligent et régulé, où on dit bah, y a des productions qu'on est capable de faire sur notre territoire national ou européen, donc bah, on favorise celles qui sont produites ici, puis il y en a qu'on n'est pas capable de le faire, donc dans ce cas-là on a des échanges, des accords un peu intelligents et réguliers. Bon, ça c'est le premier point sur lequel je voulais insister, c'est-à-dire la nécessité à mon avis d'un discours global. Deuxième point rapide, le grand sujet à la mode maintenant, parce que les accords de libre-échange, nous on les signera plus avec des pays qui ne respectent pas les accords de Paris. Alors maintenant c'est le nouvel argument. Alors c'est mieux que rien, je ne vais pas vous dire que... Mais il y a un mensonge intellectuel dans ce sujet. Le problème de l'accord de libre-échange, c'est pas seulement que vous le signez avec un pays qui respecte ou ne respecte pas les accords internationaux sur le climat, c'est que l'accord de libre-échange lui-même a un impact défavorable sur le climat. Quand le président de la République, dans la campagne électorale, a été interrogé sur le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, on lui a dit « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Comme il savait qu'il était un peu embêté par la question, il a dit « On va nommer un groupe d'experts indépendants qui fera un rapport sur le CETA. » Il a fait ça, il a nommé un groupe d'experts, personne n'en a entendu parler. Le groupe d'experts s'est réuni, il a rendu un rapport. Rapport, je cite, le CETA aura un impact défavorable sur le climat. C'était ça le contenu du rapport. Et pourtant, il a organisé la ratification de cet accord de libre-échange. C'est pas la question de savoir si le Canada respecte ou pas les accords de Paris, c'est le fait que nouer cet accord de libre-échange conduit à l'augmentation du commerce international et donc nécessairement aux nuisances et à l'impact sur le climat. Et donc, c'est un artifice de communication de dire on signe s'ils respectent les accords de Paris et ils n'en signent pas s'ils ne les respectent pas, puisque la question n'est pas que celle-là, elle est aussi de savoir si vous avez et vous défendez un modèle qui conduit à l'augmentation du commerce international. Dernier aspect, le processus législatif, et je m'arrête là. Ce qu'il faut bien comprendre, par exemple, de vous donner deux exemples, le CETA et le Mercosur. Parce que ça a été dit, le CETA a été ratifié à l'Assemblée nationale le jour, vous vous en rappelez quand même, où l'Assemblée avait invité Greta Thunberg à venir parler de l'urgence climatique. Comme quoi, ça ne les embête pas, ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une première étape de ratification qui est européenne, et ensuite une deuxième étape de ratification qui est nationale. Et en réalité, une partie des dispositions de l'accord s'applique déjà, notamment en ce qui concerne le CETA, à partir du moment où la ratification européenne, c'est-à-dire par un vote au Parlement européen, a eu lieu. Tout ce qui est dans le traité et qui ne concerne en fait que le droit sur lequel l'Union européenne a une compétence qu'on appelle exclusive. Ça s'applique même si la ratification nationale n'a pas encore eu lieu. Donc aujourd'hui, sur le CETA, vous avez une partie, c'est à peu près 90% des dispositifs qui s'appliquent pour l'instant aujourd'hui. Et ensuite, vous devez avoir dans un deuxième temps une ratification au niveau national. Tout ça pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Sur le CETA, la ratification européenne, malheureusement, on l'a perdue. Par contre, ça a été ratifié à l'Assemblée nationale, ça n'a pas été ratifié au Sénat. Donc les sénateurs vont devoir voter sur le sujet. Vous avez un pouvoir d'interpellation et de mobilisation pour leur mettre la pression sur le sujet. Deuxièmement, il y a un autre accord qui arrive qui est le Mercosur. Le président c'est l'accord avec les pays de l'Amérique du Sud. Le président de la République a dit que pour l'instant, il se retirait de cet accord de libre-échange avec le Mercosur. Honnêtement, on va voir ce que ça a donné. Pour écouter un peu ce qui se dit au niveau de l'Union européenne, même si la France y est opposée, c'est pas pour ça que les autres pays de l'Union européenne y sont opposés. Notamment les Allemands sont très friands de cet accord pour l'automobile. Donc ça va être une bataille européenne là qui va être très importante. Bref, on va se battre au maximum pour pas être plus long. Et je pense que c'est important d'interpeller, solliciter les élus, et la mobilisation citoyenne, elle est centrale sur le sujet.
Il y a eu une tentative d'accord de libre-échange avec les États-Unis, vous vous rappelez, ça s'appelait le TAFTA. Ils ont été obligés de reculer parce qu'il y avait une mobilisation citoyenne importante. Donc on peut les faire reculer. Nous allons lancer encore un appel solennel, mais cette fois-ci au président de la communauté de communes de Soria-Goutte, c'est que l'extension de la ferme-usine doit être suspendue, puisque tout ce que vous avez entendu jusque-là, notamment sur la santé, c'est avec une taille actuelle. Donc aujourd'hui, si on augmente la taille de l'usine, on augmente évidemment les nuisances potentielles. Donc, nous demandons solennellement que le président de cette communauté de communes interdise, via le PLUI, l'extension sur site de la ferme-usine au nom du principe de précaution et au titre de la protection de la santé publique. Au moins, tant que les résultats n'auront pas prouvé d'absence de risque sanitaire. Et donc pour faire ça, le PLUI doit mettre en place sur les parcelles de l'industriel, alors c'est un peu technique mais c'est très important, une zone AA qui interdise toute construction nouvelle dans les secteurs où la nécessité de l'hygiène, de la protection contre les nuisances ou l'existence de risques le justifie. Et dernier point là-dessus, et pour ceux qui connaissent un peu les gens, quasiment tout le conseil municipal de l'Escoute était présent aujourd'hui. La semaine dernière, le conseil municipal de l'Escoute a voté à l'unanimité cette disposition. Donc, dans le cas que je n'arrive pas à imaginer où la communauté de communes ne voterait pas cette disposition, il va falloir non seulement justifier de la raison pour le faire, mais aussi de la raison de dédire une entité qui est un conseil municipal qui a voté à l'unanimité. Le conseil municipal de l'Escoute est 100% derrière nous, globalement, collectif, sur cette démarche-là. Et je terminerai, parce qu'il ne le fera pas par un, et je sais qu'il le fera pour d'autres gens, mais un énorme remerciement, évidemment à vous, évidemment aux intervenants, mais à la cheville ouvrière de cette journée, Jean-Luc, sans qui même le début de la journée n'aurait pas eu lieu. Donc vraiment un énorme merci à Jean-Luc. Je te laisse conclure.